Tout d'abord, Monsef, je tiens à vous remercier de regarder avec les yeux de Chimène Nogent et son histoire européenne. Il est évident que de par l'histoire, de cette ville, l'histoire contemporaine de cette ville, le maire dont j'ai été l'adjoint à une certaine époque, Roland Nagesser, était gaulliste et avait véritablement imprimé une marque gaulliste sur la gestion, mais surtout aussi la vision que nous avions de notre département et puis du pays. Il a été d'ailleurs jusqu'à devenir, pendant une partie de sa carrière, vice-président de l'Assemblée nationale. Et moi, je suis sorti du giron de mon père, qui était dans l'armée de l'air, qui était force française libre, qui avait fait la guerre aux côtés des Anglais, bien sûr, dans l'aviation anglaise, la Royal Air Force. Et puis je tombe sur un maire qui est en plus gaulliste et qui est vraiment très marqué par la dynamique qui a été imprimée par Adenauer et De Gaulle dans les accords de Paris, les accords de l'Élysée, et l'amitié, et le traité d'amitié entre la France et l'Allemagne. Dans la foulée, j'ai accompagné forcément, puisque je n'avais pas à dire oui ou non à l'époque, mon père dans les troupes d'occupation en Allemagne, où là je suis allé à l'école avec des jeunes Allemands qui apprenaient le français et moi qui apprenais l'allemand. Oui, ce que je veux dire, c'est que je suis extrêmement surpris, mais en même temps pas tellement que ça, de voir combien les acquis de cette Europe, de l'amitié entre la France et l'Allemagne, ont produit dans la vie quotidienne des Européens. Moi, je fais partie de ceux, c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure, je fais partie de ceux qui prenaient un passeport, qui changeaient leur argent à chaque fois qu'ils sortaient de France en se promenant en Europe. Maintenant, c'est tout naturel pour nos jeunes générations de passer d'un point à l'autre en Europe, d'avoir dans les pays les plus importants des devises qui n'ont pas besoin de changer d'argent. Il y a eu un changement, un processus qui a été imprimé par nos anciens, mais qui est, à mon avis, irréversible. On pourra faire évoluer l'Europe de n'importe quelle façon, et là, vous avez un expert qui va vous parler de tout ça tout à l'heure. L'Union et l'Europe de la défense, c'est pas un rêve. Ça se fait lentement, ça se travaille lentement, mais il y a une volonté des peuples de travailler à leur propre sécurité sur un continent qui a la taille quand même des bons compétiteurs au plan mondial. Et par conséquent, ici, à Nogent, j'ai avec mes collègues qui m'entourent depuis maintenant quelques années, j'ai une vision européenne de ce que nous faisons. Nous avons un jumelage depuis 60 ans avec une ville allemande qui est à côté de Cologne. Nous sommes en train d'ouvrir un partenariat linguistique entre Nuremberg et Nogent. Nous avons pas mal d'échanges entre nous, entre l'Allemagne et la France. J'ai, processus que j'avais sous contrôle, commencé à donner des éléments d'anglais et d'allemand dès la maternelle, et ça c'est la ville qui le paye, c'est même pas l'éducation nationale, pour justement faire en sorte que les jeunes générations aient une vision overseas, comme dirait l'autre, de leur vie future. Et pour cela, il faut qu'ils aient des bagages pour les aborder. Et donc, moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que je suis très heureux et très fier d'accueillir, grâce à vous, le général Vincent Desportes, parce que quand je regarde son parcours, disons que je referme vite le livre, parce qu'il n'y a pas assez de pages pour expliquer. Oui, parce que le général
mon général, vous êtes un expert reconnu en géostratégie et en leadership. Vous allez, là, ce soir, partager avec les personnes qui sont ici présentes une expérience, votre vision sur l'avenir. Et vraiment, on a besoin de vision sur l'avenir en ce moment, plus qu'hier, une vision sur l'avenir de la défense européenne. Vous avez été un attaché militaire auprès de l'ambassade de France aux États-Unis, et aujourd'hui, c'est quand même très important. On fait un petit rapprochement là. On se demande si on n'aurait pas besoin de vous pour peut-être recoller les morceaux, quel que soit le candidat qui va gagner de l'autre côté de l'Atlantique. Les relations entre l'Europe et les États-Unis peuvent être touchées dans les deux cas. Et ce soir, vous allez nous expliquer mieux comprendre plutôt les enjeux stratégiques auxquels l'Europe va être confrontée et va être confrontée. Voilà, moi je ne veux pas dire plus de choses, parce que je ne dirais pas, par exemple, que vous avez été conseiller de la défense, conseiller défense au SGDN, ce qui n'est pas neutre, et directeur du Centre de doctrine et d'emploi des forces. Et vous enseignez à Sciences Po. Ça a dû vous faire du mal de voir quelques animations particulièrement surprenantes à cet endroit, et non seulement à Sciences Po, mais aussi à HEC. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, et je terminerai par là, c'est qu'ici, nous avons eu la chance et l'honneur d'avoir la visite 3 fois de Simone Veil, et Simone Veil aux manettes quand elle était au niveau européen. Et elle a décerné à la ville le drapeau du Conseil de l'Europe, le drapeau qui est dans mon bureau, qui est là depuis l'époque Nagesser. Donc ce que je veux dire, c'est que même la plus haute autorité européenne que nous avions à l'époque de Simone Veil, en sa qualité à elle, nous a reconnus comme étant de bons élèves. Ce que l'on essaiera de faire, c'est de continuer à être de bons élèves européens. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur le modèle européen, mais c'est ce qui est grave, ce qui est difficile à comprendre, c'est que nous, dans notre pays, nous devrions, plutôt que de se faire peur en disant « moi je suis plutôt pour une Europe fédérale, je suis plutôt pour tel type de fonctionnement, etc. », plutôt que de se battre sur ces sujets-là, c'est d'en discuter qui est le plus important, et de mesurer, grâce à des personnalités comme vous, avec l'expérience que vous avez, de peser le pour et le contre de telle ou telle orientation. Certains sont pour l'Europe de la défense, d'autres non. Eh bien, il y a peut-être entre les deux des solutions intéressantes. Qui aurait pu croire dans les années 40 que la France et l'Allemagne échangent comme on échange, les écoles se visitent, nos anciens vont visiter leurs homologues en Allemagne. Moi-même, quand je vais en Allemagne, je n'ai pas l'impression d'être, à part la langue, d'être vraiment à l'étranger. Je suis en Europe, avec des gens qui ont la même volonté de vivre en osmose, mais surtout aussi dans la paix et la liberté. Et la liberté, et je terminerai par là, vous savez, il n'y a rien de pire que la liberté, c'est parce qu'on peut la perdre à tout moment, et on ne le sait pas. On ne sait pas. C'est après qu'on s'en aperçoit. Et ça, vous êtes aux premières loges pour essayer de voir, de nous expliquer ce qu'est, je dirais, la situation, et ce que sont les voies qui peuvent nous conduire vers une Europe à caractère social, mais aussi de la fraternité aussi, mais pas une fraternité enfantine, une véritable fraternité, mais surtout aussi une Europe qui a la volonté de faire travailler les pays qui la composent à la destinée des Européens, avant d'être à la remorque de telle ou telle influence extérieure. Donc merci de votre visite. Merci à Madame la Présidente de m'avoir invité à m'exprimer sur ce sujet qui m'est extrêmement cher.
Alors moi, je dois dire que je suis pas européen ou pro-européen parce que je suis pro-européen. Je suis pro-européen parce que je suis d'abord français. Et ce que j'ai compris de part, moi j'étais soldat 40 ans et je me suis promené à peu près partout dans le monde. Et ce que j'ai compris, c'est que si on voulait que la France soit défendue, ses valeurs, ses particularismes, elle ne pouvait pas le faire seule, elle devait le faire avec les Européens. C'était notre seule façon de protéger ce que nous sommes, c'est de le faire ensemble. Nous partageons énormément, évidemment, avec les différents pays européens, et parfois, quand on est français, on ne s'en aperçoit pas. Et monsieur le maire, vous avez rappelé que j'ai eu la chance de servir la France 5 ans aux États-Unis, ce qui m'a permis de voir l'Europe depuis les États-Unis. Et depuis les États-Unis, vous comprenez deux choses. Vous comprenez qu'au fond, évidemment, on a des choses qui sont différentes entre nous, pays européens, mais au fond, ce qui nous unit et ce qui nous différencie des États-Unis est infiniment plus fort que ce qui nous distingue. Donc, j'ai compris cette affaire-là, et j'ai bien compris que défendre la France, c'était vouloir l'Europe et l'Europe de la défense. Je crois pas que ce que vous comprenez quand vous travaillez tous les jours au Pentagone, au département d'État, c'est l'état d'esprit des Américains. L'état d'esprit des Américains, qui sont nos alliés, c'est tout à fait important, mais nous avons aussi à nous défendre contre les Américains, pour une raison qui est simple, c'est que les États-Unis sont une nation qui ne visent d'abord que leurs propres intérêts, ce qui est normal. Ces intérêts sont largement et souvent divergents des nôtres, et donc nous sommes alliés, mais non pas vassaux, et nous devons nous défendre dans cette communauté. Alors, parler d'Europe et d'Europe de la défense aujourd'hui, c'est absolument fondamental. Vous avez noté que l'Europe est menacée dans sa chair depuis le 24 février 2022, et vous avez noté que l'Europe aujourd'hui est faible. Elle est faible parce que ses États forts sont devenus faibles. Je pense, l'Angleterre, la Grande-Bretagne nous a quittés, vous le savez. La France est dans une état de faiblesse politique tout à fait important. L'Allemagne est exactement dans la même situation. La Belgique, depuis 5 mois, n'a pas de gouvernement. La Bulgarie est dans la même situation. Le Premier ministre espagnol n'a aucune stabilité politique. Donc, on voit donc que l'Europe aborde le monde qui vient dans un état de faiblesse comme elle en a rarement connu. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important qu'il y ait des femmes et des hommes de foi, j'en suis un, qui essayent par tous les moyens de défendre l'Europe. C'est pour ça que quand vous m'avez proposé de venir parler d'Europe, je l'ai fait naturellement avec grand plaisir. Alors effectivement, plutôt que de parler de détails sur l'Europe de la défense, moi je vais essayer de dépeindre le contexte et les défis que nous avons à relever aujourd'hui. Donc le sujet de l'Europe de la défense est absolument fondamental. Mais on ne peut pas le traiter hors de son contexte. Il y a eu des évolutions de la défense de l'Europe de la défense, etc. Mais cette question-là se pose à chaque moment de manière différente à chaque moment de l'Europe. Par exemple, eh bien oui, il y a un avant et un après l'Ukraine. On ne peut pas penser l'Europe de la défense comme on l'a pensé jusqu'au 23 février 2022. On ne peut pas penser l'Europe de la défense aujourd'hui avec Trump qui va probablement revenir aux affaires, et si c'est Kamala Harris, au fond, ne sera pas extrêmement différent dans le fond des choses. Dans la forme, c'est différent. Dans le fond, ça ne le sera pas. On ne peut pas penser l'Europe de la défense aujourd'hui comme on l'a pensé sous la guerre froide. Donc cette pensée sur la défense européenne, elle est bien liée au moment, et le moment d'aujourd'hui est particulièrement critique. Donc c'est un sujet d'importance vitale. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre le monde où on est, le monde d'où on vient, puis le monde où on va, et puis d'en déduire quel est le besoin de défense aujourd'hui pour l'Europe et comment le combler. Et je crois que nous sommes à un moment, plus qu'à d'autres, où l'Europe véritablement doit se réveiller si on veut qu'elle existe. Et on veut qu'elle existe parce que nous, Français, on veut pouvoir exister avec ce qu'on est dans notre territoire. Aujourd'hui, et ce sera ma première partie, on est vraiment à un moment de basculement du monde qui souvent n'est pas compris parce qu'on vit dans nos petites ou dans nos grandes affaires, mais au niveau des territoires, et on ne comprend pas ce qui est en train de se jouer autour de l'Europe. Il faut noter que actuellement sont en train de se refermer un certain nombre de parenthèses historiques
qui nous paraissait normal et qui était en fait parfaitement exceptionnel. Ce qui est en train de se refermer, d'abord, c'est la parenthèse qui a été construite au mois d'août 1945 à San Francisco. C'est-à-dire que le monde de l'après-guerre, construit à San Francisco et construit sur une vision américaine, ce monde-là, où l'Amérique est la puissance la plus importante, le shérif du monde qui intervient, qui a des forces partout, cette parenthèse-là est en train de se refermer. Nous allons vivre dans un monde qui sera complètement différent. Ce qui va mourir avec ce monde, c'est la fin d'une alliance, la grande alliance atlantique qui va profondément changer. Est-ce que c'est anormal? Non. D'une part, on n'a jamais vu, le monde de 45 a permis à l'Europe 80 ans de paix. Dans l'histoire de l'Europe, on n'a jamais vécu 80 ans dans lesquels les grandes puissances ne se sont pas fait la guerre. Vous, moi, pas mes parents, parce que mes parents, comme le papa de monsieur le maire, a fait la guerre, mais moi, mes enfants, etc., nous considérons que la paix en Europe est tout à fait normale. En fait, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Et cette période de 80 ans, pendant laquelle les grandes puissances en Europe et dans le monde entier ne se sont pas fait la guerre, cette période-là est terminée. Nous allons vers un monde dans lequel les grandes puissances se feront la guerre. Une autre parenthèse qui est en train de se refermer, c'est la parenthèse du rattachement de la Russie à l'Europe. Alors, on a eu la période de la guerre froide avec une opposition, mais la Russie se vivait quand même comme une puissance européenne et pas comme une puissance asiatique. Ça, c'est pas éternel. Ça fait pas très longtemps que la Russie se considère comme une puissance européenne. Se considérer comme une puissance européenne, on sait exactement depuis quand, c'est depuis 1709. Alors, ça peut vous paraître surprenant, mais 1709, c'est le moment où la Russie bat les armées de Gustave III de Suède et décide avec Pierre le Grand et plus encore avec Catherine II de rentrer dans l'Europe et de se vouloir une nation européenne. Alors qu'elle ne l'est pas naturellement, elle le voulait. Mais aujourd'hui, à cause de nous d'ailleurs, on en reparlera peut-être, elle a fait le choix de l'Asie. Ce qui veut dire que la Russie, pour des décennies et peut-être des siècles, va redevenir l'adversaire que nous connaissions avant que la Russie ne fasse le choix, il y a 3 siècles maintenant, de revenir dans l'Europe. La Russie est redevenue une menace de long terme. Une autre parenthèse tout à fait importante est en train de se refermer, celle-là non plus, on ne la mesure pas, c'est la fin de la domination de l'Occident. Cette période a commencé, vous le savez, en 1492, avec la découverte du Nouveau Monde, etc., les colonies, etc. C'était une période pendant laquelle la puissance de nos armes a poussé les valeurs chrétiennes dans le monde entier, et la puissance de notre technologie, de notre intelligence, de nos universités a fait de nous la puissance dominant le monde. Eh bien, cette période-là aussi est en train de se refermer pour des raisons qui sont simples, des raisons de démographie tout simplement, et des raisons de puissance économique. Donc, là, nous vivons occidentaux comme dominant le monde. Eh bien, c'est fini. Donc, il va falloir, au contraire, apprendre à résister au monde, à vivre avec nos valeurs, ce qui est important pour nous, mais ne plus considérer que nous allons pouvoir imposer nos valeurs, nos règles au monde. Ces règles-là, ces valeurs sont de plus en plus concurrencées et combattues par, j'y reviendrai, par ce que les Russes appellent le monde majoritaire, c'est-à-dire un monde qui est plus riche que nous, globalement parlant, et un monde qui est beaucoup plus nombreux que nous. Nous sommes redevenus petits, non pas que nous soyons effondrés, mais parce que le reste du monde est monté. Quand l'Amérique impose sa loi au monde en 1945, la puissance économique des États-Unis, le PIB, c'est 50% du PIB mondial. Aujourd'hui, le PIB américain, c'est 18% du PIB mondial. Donc on voit bien qu'on ne peut pas imposer les mêmes choses. La Russie, l'économie américaine, elle marche bien. Seulement les autres mondes, si vous voulez. Et donc le poids relatif de l'Occident et le poids relatif des États-Unis, eh bien évidemment diminue. Alors ça a des conséquences majeures sur l'Europe et évidemment sur sa défense.
si on considère évidemment que l'Europe doit être défendue. L'Europe, c'est le cœur de l'Occident. La richesse de l'Occident, c'est Athènes, c'est Rome, c'est nous, c'est les philosophes des Lumières. Nous sommes le cœur de l'Occident. Je crois que ce que nous sommes mérite d'être défendu, mais nous ne serons pas défendus si nous ne prenons pas la peine nous-mêmes de la défendre. On voit bien, et je vais en parler, que l'Amérique ne va plus assumer la défense de l'Europe. Alors, d'où vient ce basculement? C'est pas la guerre en Ukraine qui a provoqué ce basculement. La guerre en Ukraine est une conséquence de ce basculement. C'est un phénomène qui émerge parce que les grandes tendances dans le monde finalement ont produit cette guerre en Ukraine, comme quelque part également le conflit israélo-palestinien. Mais les deux conflits ne sont pas les raisons de ce basculement du monde, mais ils en sont la conséquence et je dirais ils en sont l'accélérateur. Ce basculement a véritablement accéléré à partir du 24 février 22 et du 7 octobre 2023. C'est-à-dire que le monde de Fukuyama, c'est-à-dire le monde de la fin de l'histoire, le monde où on est arrivé au meilleur du monde. Fukuyama, vous savez, c'est un philosophe économiste américain qui dit ok, maintenant l'histoire est terminée, la démocratie domine. On a cru à ce monde-là et aujourd'hui on se réveille au contraire dans le monde de Huntington, qui est un autre grand penseur américain, qui dit non, la vérité du monde, c'est le clash des civilisations. Nous, Européens, on s'est endormis dans cette idée-là, on se réveille dans un monde qui est complètement différent. Ce monde de Fukuyama n'a pas résisté aux tendances fortes qui commençaient à structurer le monde. D'abord, la révolution démographique. Nous, maintenant, nous représentons une petite partie du monde, alors que nous avons représenté une partie importante. La montée de l'islam radical, la montée des revendications nationalistes ou identitaires, dont nous sommes un peu responsables, d'ailleurs, j'y reviendrai bien sûr, l'irruption du terrorisme de masse, l'intensification de la prolifération nucléaire. De nombreux pays maintenant se sentant protégés par les armes nucléaires et beaucoup de pays n'ont pas d'armes nucléaires cherchant à en acquérir, par la montée en puissance de l'Asie qui n'était rien et qui devient le facteur principal de l'économie mondiale. Et puis, le double facteur, ça a été l'engagement américain à partir de la fin de la guerre froide, qui a produit, vous le savez, dans des conditions terribles, la destruction du Moyen-Orient. Et puis derrière, une fois que ce Moyen-Orient a été détruit par les Américains lors de la guerre en Irak, le retrait américain, qui n'a plus besoin du pétrole irakien et iranien en particulier, et qui donc décide, fatigué de la guerre, de ne plus s'intéresser au monde, d'où la pensée isolationniste de Trump en particulier. Se rajoute à ça, comme vous le savez, un arrière-fond qui est complexe. D'abord, le changement climatique, qui est un facteur important, un facteur de guerre, qui est aussi rapide que brutal, et l'irruption de l'intelligence artificielle, avec toute sa conséquence sur les communications, les fake news, l'irruption dans les élections, etc. La survenance des grandes pandémies, c'est un retour des grandes pandémies qu'on avait oubliées, mais depuis 20 ans, les grandes pandémies se sont multipliées alors qu'on croyait les avoir vaincues. Et puis, les secousses financières, 2008, et ce qui a suivi, et puis les secousses énergétiques successives qui ont ébranlé et cassé le monde dans lequel nous croyions être tranquillement installés sous un édredon agréable. Alors, il y a eu des chocs, évidemment, il y a eu des chocs, il y a en particulier eu les événements du 11 septembre 2001, il y a eu les échecs occidentaux en Irak et en Afghanistan, il y a eu les printemps arabes, il y a eu les avertissements de Poutine qui nous a dit vous en faites trop, vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. Il y a eu les tensions autour de Taïwan qui est une poudrière aujourd'hui, mais tout ça n'est pas parvenu à bousculer la naïveté européenne, l'endormissement européen qui s'est dit au fond nous on est en paix, la guerre est ailleurs, elle ne nous intéresse pas. Il a vraiment fallu le 24 février 2022 pour qu'on se dise la guerre est encore possible, la guerre est à nos portes, elle est à 2000 km de nos gens sur Marne. Au fond, l'Europe a été obsédée par elle-même, elle ne s'est plus occupée du monde et tout d'un coup,
elle a un réveil qui doit, enfin, j'espère qu'elle se réveillera, parce que sinon elle disparaîtra. On a eu 2015 quand même avec les actes de terrorisme en France qui nous ont un peu réveillés, mais finalement ça nous a empêchés de voir le reste du monde. On a réglé ce problème-là, on a nos forces de sécurité et nos défenses européennes ont réussi à réduire le terrorisme à presque rien. En France, il n'a pas disparu, mais il a été réduit. Mais ça a occulté dans notre pensée, en fait, tous ces mouvements qui étaient en marche de par le monde et qui sont en train aujourd'hui de le faire basculer. La guerre est de retour, elle est de retour à nos frontières et elle est de retour partout dans le monde. Il n'y a jamais eu autant de conflits dans le monde. L'Institut d'études stratégiques de Londres, qui est tout à fait compétent dans ce domaine-là, recense aujourd'hui 183 conflits armés dans le monde. Parce que nous avions tué la guerre en Europe, nous pensions qu'elle était morte, mais non, elle n'est pas morte du tout, parce qu'au fond, et c'est triste à dire, et je suis soldat, je sais de quoi je parle, au fond, tant que les êtres humains existeront, je ne pense pas que la guerre disparaîtra. Les dépenses militaires ont augmenté de manière continue depuis 2014. Les arsenaux croissent. On est aujourd'hui, je crois, à 2500 milliards de dépenses d'armement par an, ce qui est absolument considérable. Et je dirais que le monde, on y reviendra, a retrouvé son état de nature, dont je crois, hélas, qu'il est la violence que nous croyions avoir rejetée, et au moins de notre périmètre européen. Aujourd'hui, on assiste à une dégradation profonde de l'ordre international, et parallèlement, et pour la même raison, ou plutôt c'en est la raison, un procès en illégitimité du droit international qui le fonde. Le droit international, c'est un droit évidemment occidental. La Déclaration universelle des droits de l'homme, elle a été écrite par des Européens, sauf des Occidentaux, sauf un homme qui n'était pas occidental, mais qui était de culture, de formation occidentale. Donc on voit bien qu'on a une prégnance de la pensée occidentale sur le monde, et cette pensée-là, aujourd'hui, parce que le monde est en train de basculer, ben cette pensée-là, elle est rejetée par, encore une fois, parce que Poutine appelle le monde majoritaire, mais il est effectivement majoritaire. Donc on voit, ce mouvement-là n'est pas totalement fini, évidemment, mais on assiste à la cristallisation d'un monde nouveau et profondément révisionniste, comme on disait entre les deux guerres, en parlant de Mussolini et d'Hitler, puis de Staline, etc. C'est un monde révisionniste. C'est-à-dire que les puissances montantes ne veulent plus de l'ordre d'hier. Ils veulent le revoir pour l'adapter à leurs propres valeurs. Nous avions pensé que la mondialisation du capitalisme allait assurer la domination du modèle politique occidental. Au contraire, il a fini par renforcer la Chine en particulier, qui est opposée à notre propre modèle. On s'aperçoit que la mondialisation a au contraire été un stimulant de la fragmentation identitaire du monde. Les valeurs, l'ordre et le droit international qui ont été promus, qui ont été organisés, promus par les dominants d'hier, le monde ancien, sont de plus en plus contestés et vécus comme imposés par les puissants d'hier. La règle, le monde, les organisations, l'ONU, le FMI, tout ça, ça a été conçu par les Américains, par ceux qui avaient la puissance principale, mais qui sont devenus minoritaires dans ce monde. C'est aussi vécu comme des valeurs qui sont imposées au monde, qui sont bonnes pour le monde et qui ne sont pas bonnes pour nous. Que nous dit Poutine régulièrement? Mais attendez, vous êtes allé faire la guerre au Kosovo alors que vous n'aviez pas l'autorisation des Nations Unies. Vous êtes allé faire la guerre en Irak alors que vous n'aviez pas l'autorisation des Nations Unies. Vous, Français, Anglais, vous êtes allé faire la guerre en Libye avec l'aide des Américains, mais l'ONU s'opposait à cette guerre-là. Donc maintenant, vous nous reprochez de ne pas respecter le droit international, mais vous avez été les premiers à ne pas le respecter, et évidemment, l'argument vaut. Ce qui fait que la place des anciens dominants se voit aujourd'hui contestée, voire réduite à celle d'une minorité d'assiégés. Autre particularité, la puissance se disperse. Elle se disperse, la puissance avant, c'était la Russie, les États-Unis, les États-Unis
la Chine. Maintenant, tout le monde est un peu puissant compte tenu de des économies, de la montée des démographies et de la prolifération nucléaire. Nous avions les 5 pays qui avaient l'arme atomique étaient au Conseil de sécurité des Nations Unies, vous le savez, hein, la Russie, la Chine, les États-Unis, la France et l'Angleterre. Aujourd'hui, les gens qui ont l'arme atomique, vous avez le Pakistan, vous avez l'Inde, vous avez la Corée du Nord, vous avez Israël, vous avez l'Iran qui a 2 jours de l'avoir, etc. Donc, on voit bien que l'ONU, c'était l'ordre des puissants qui avaient la bombe nucléaire. Ok, mais ça peut plus marcher véritablement. Et donc, cet ordre-là est contesté. Vous savez, il y a des moments dans le monde qui organisent le monde. Le moment sans remonter, enfin, au calendrier grec, si, on peut remonter au traité de Westphalie en 1640, qui va organiser les relations entre les États et qui fait perdurer une relative stabilité en Europe. On fait des guerres politiques relativement petites. Ensuite, on a l'empereur Napoléon Ier qui arrive. Ça va se terminer par le Congrès de Vienne, hein, qui va organiser la vie commune en Europe. Ensuite, on va avoir le traité de Versailles qui va réorganiser la vie en 1919, mais pour 20 ans. Et puis, on a le traité de San Francisco qui l'a organisé en 45 pour 80 ans. Mais on voit bien aujourd'hui que on va vers un nouveau moment mondial où il va falloir réorganiser, trouver des structures pour refaire un monde dans lequel qui nous permettra à nous, occidentaux, de protéger nos valeurs et nos populations. Et donc, je pense que la question pour les Européens aujourd'hui, c'est comment sauver ce qui peut encore être sauvé. Sachant que si nous ne faisons rien, ce qui reste ne sera pas sauvé. Nous devons réinventer une nouvelle architecture de sécurité en construisant, c'est là le problème de l'Europe de la défense, les moyens qu'elle se pose. Donc à côté de l'Occident, on a un nouveau monde qui est en train de se structurer. Et ce monde-là, nous ne devons pas le considérer avec condescendance, parce que ce sont des Africains, parce que ce sont des Chinois, parce que ce sont des Asiatiques. Nous avons commis cette erreur profonde avec la Russie. Nous avons méprisé la Russie, ne comprenant pas que si l'URSS était morte, la Russie, la Grande Russie, n'était pas morte, et qu'elle ne pouvait que se révolter à un moment donné face au mépris avec lequel l'Occident l'a traité. Donc je crois qu'il faut prendre en considération ce monde, comprendre les aspirations, comprendre le ressentiment si on veut arriver à créer un monde nouveau dans lequel nous vivrons encore. Le tiers-monde, il y a eu le tiers-monde, la conférence de Bandung, etc. Vous vous rappelez tout ça, le groupe des 77 à l'ONU. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Ce qui est en train de se créer, c'est ce que, vous lisez ça dans les journaux, ce qu'on appelle le Sud global. Le Sud global, c'est une expression inventée par un Américain il y a un certain temps. Poutine appelle ça la majorité mondiale, où vous connaissez l'expression des BRICS, qui sont réunis il y a 8 jours à Kazan sous la présidence de Poutine. Et c'est un monde qui n'est pas encore structuré, mais qui est en cours de structuration. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais non, c'est rien, ce truc-là. Mais si, c'est en cours de structuration. Et si nous n'intervenons pas aujourd'hui pour faire en sorte de vivre avec ces gens, de les comprendre, eh bien, une fois que ce monde sera véritablement structuré, ce qu'il n'est pas encore, alors nous serons véritablement en danger. Oui, ça n'est pas un monde homogène. Chaque pays a ses propres intérêts dans les BRICS. Non seulement ils ont leurs propres intérêts, mais ils sont en rivalité très souvent. La Russie est en rivalité avec la Chine. La Russie n'a pas encore bien compris, ou elle le comprend, mais que la Chine, un jour, ira reconquérir les terres que lui ont donné les traités inégaux de 1860, hein, toutes les terres au nord de l'Oussouri et du fleuve Amour, hein, que la Russie a piqué à la Chine en 1860. Un jour, les Chinois, qui sont infiniment plus nombreux que les Russes, viendront les prendre. On a un contentieux frontalier très fort et très ancien entre la Chine et l'Inde. On a des contentieux très forts entre la Turquie et l'Iran. Donc, dans ce Sud global, on se dit qu'ils n'existent pas parce qu'ils ont pas les mêmes intérêts. Si, ils sont en train de se cristalliser. En fait, qu'est-ce que c'est que le Sud global? Je crois qu'on doit comprendre que c'est pas un truc structuré, mais c'est comme un club, si vous voulez. C'est une espèce de syndicat. Et en fait, les membres de ce syndicat sont unis par une seule chose, une chose essentiellement, c'est leur ressentiment commun envers l'Occident. Ressentiment envers l'Occident qui a imposé sa loi depuis des siècles.
Nous sommes le monde libre, mais ils n'oublient pas que c'est nous qui avons colonisé pratiquement tout le reste du monde. Et ça, c'est en train de revenir à la surface, parce que ces gens-là, maintenant, ont les moyens militaires et les moyens démographiques et les moyens économiques de nous expliquer que la loi du monde a changé. Ce que recherche profondément le Sud, et Poutine le disait, il l'a dit plusieurs fois, mais il en dit encore il y a 3 jours, c'est la désoccidentalisation du monde. Le monde ne doit plus être géré par les règles occidentales. Et le façonnement du nouveau monde a leur avantage, évidemment, Chine en tête. C'est un monde qui est organisé pour l'instant autour de 4 néo-empires, la Chine, la Russie, l'Iran et la Turquie. Mais autour duquel s'aligneront un certain nombre de pays, pas tous, mais ces grands néo-empires-là sont en train de cristalliser ce monde. Ce qu'on doit comprendre, c'est que la notion d'alignement a disparu. La guerre froide, c'était simple. On était alignés soit sur Moscou, soit sur Washington. Cette affaire-là, c'est terminé. Ce que prône l'Inde, c'est le multi-alignement. L'Inde ne condamne pas l'attaque en Ukraine, mais en même temps, ils sont alliés des États-Unis. La Turquie est dans l'OTAN, mais elle est alliée de la Russie. On voit donc que chacun cherche à faire son marché en retirant ce qu'il peut de ce multi-alignement, de ce mariage un peu contre nature de tous ces pays. Mais ce qui les unit, donc, c'est ce ressentiment, c'est le refus de continuer à subir un monde sous domination américaine et occidentale. Avec un objectif qui est commun, c'est de réduire, de bloquer, de contourner les principaux vecteurs de la puissance américaine et occidentale. Avec des cibles claires, d'abord l'ONU. D'abord l'ONU, que, comme vous le savez, la Chine infiltre de manière à prendre la présidence d'un certain nombre de sous-comités. L'ONU qui est bloquée, puisque aujourd'hui le Conseil de sécurité est évidemment incapable de prendre la même décision, puisque les 3 pays occidentaux voient leurs décisions toujours bloquées par la Chine et la Russie. Et ce monde majoritaire veut proposer un système économique et financier alternatif. Pourquoi ferions-nous tous nos échanges en dollars? Le yuan, disent les Chinois, est tout à fait convenable. Pourquoi devrions-nous accepter les règles de Bretton Woods qui ont été, c'est au nord de l'Amérique, qui ont été établies en 1944? Vous aviez la puissance, mais vous ne l'avez plus. Donc, il faut s'attendre à l'érosion et à la fragmentation croissante du système international actuel. Je crois qu'on assiste aussi, pour simplifier, à la compétition entre 2 modèles politiques, le modèle démocratique et le modèle autocratique d'un autre côté. Mais d'un autre côté, quand vous voyez les États-Unis, vous dites, les États-Unis vont appartenir demain à quel monde? Quand vous voyez des élections qui se passent alors que tous les capitoles sont barricadés, que les chars sont prêts à aller dans la rue, moi ça me rappelle plus l'Amérique latine que l'Amérique du Nord, cette affaire-là. Et c'est bien un de nos problèmes, c'est que l'Amérique qui a porté nos valeurs, qui n'est pas nous, mais qui a porté nos valeurs, qui était un exemple dans le monde, cette Amérique, elle ne fait plus envie, et elle n'est plus l'exemple de la démocratie. Bien évidemment, on va voir comment ça va se passer, mais vous savez comme moi que sûrement ça va se passer mal, voire très mal. Donc, ce qui est sûr, c'est que le XXe siècle a appartenu à l'Occident. Je dirais le XVe, le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe, le XIXe et le XXe ont appartenu à l'Occident, mais le XXIe, ce sera sûrement le monde des brisques. Aujourd'hui, on vit, si vous voulez, une collision entre 2 guerres, entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire entre la Russie et ses affidés et l'Ouest de l'Occident, et entre le Nord et le Sud. Le Nord, c'est des simplifications, mais le Nord qui sont toujours l'Occident et le Sud, les pays du Sud global. Donc on est dans cette espèce d'affrontement. Et ce télescopage de ces 2 guerres annonce un moment rare dans l'histoire où l'humanité quitte un monde ancien qu'on connaissait, qu'on aimait bien, pour aller emprunter un chemin périlleux vers l'inconnu. Et on perdra dans cette affaire-là si nous ne sommes pas forts, unis, et si nous n'avons pas les moyens, militaires en particulier, de défendre ce qui nous est cher. Avec cette télescopage se confirme une alliance globale russo-chinoise.
ils sont pas, c'est là où on a commis une erreur terrible. La Russie était européenne. Elle avait tout intérêt à rester avec nous. Et il faut le dire, à cause des Américains, on a rejeté la Russie, qui est allée s'ancrer où elle pouvait s'ancrer, c'est-à-dire vers la Chine. Donc, on a maintenant une alliance russo-chinoise, dont le dernier des perdants sera la Russie. Enfin, pour l'instant, ça existe, qui cherche, et on l'a vu à Kazan, à entraîner le Sud global vers une confrontation générale contre l'Occident, qui recherche le contournement, et ils y réussissent, on voit bien que la Russie, de toutes les sanctions que l'Occident cherche à instaurer, qui cherche à mettre en place un contre-système commercial et financier, et qui cherche à contester systématiquement toutes nos positions stratégiques dans le monde. Et pourquoi est-ce que j'ai pris ce temps-là pour expliquer ça? C'est parce que il faut bien comprendre que le contexte global a été en train de changer, et puis il était en rupture depuis le 24 février 2022. Et c'est dans ce contexte-là qu'il nous faut penser la défense de l'Europe. C'est un contexte dans lequel ce qui compte, c'est les rapports de force et plus les rapports de droit. Eh bien, dans ce monde-là, il faut retrouver de la puissance. Et l'Europe, comme le disait M. Borrell, doit retrouver le langage de la puissance, ce qu'elle n'a jamais eu. Ça, c'est un des éléments de contexte. Le deuxième élément de contexte, ce sont évidemment les États-Unis. On doit bien comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Et ce qui se passe, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis évidemment très longtemps. C'est-à-dire qu'en gros, les États-Unis étaient une puissance ancrée vers l'Europe, tournée vers l'Ouest, qui est en train de devenir d'abord isolationniste et de plus en plus tournée vers le Pacifique. On a une dérive qui ne changera pas. Et je vais expliquer pourquoi. Des États-Unis vers leur ouest, c'est-à-dire vers le Pacifique et vers l'Asie. Alors, pourquoi est-ce que les Américains ne se sont pas engagés davantage pour défendre l'Ukraine? Simplement parce que ça n'est pas leur problème. Ça n'est pas leur problème. Pour eux, c'est juste un caillou dans la chaussure, alors que pour nous, c'est un sujet existentiel. Mais pour eux, ce problème-là n'est pas un véritable problème, c'est un problème de relations internationales. Alors après, on peut se poser une autre question. Pourquoi est-ce que les Américains, à l'inverse, se sont engagés 2 fois en Europe, en 1917 et en 1943? Alors, pourquoi? Il y a 2 raisons fondamentales. La première raison, qui a poussé le président Wilson et le président Roosevelt dans la guerre, ce sont les hommes d'affaires américains. Pourquoi? Parce que les affaires américaines se faisaient en Europe. Et quand l'Europe est en guerre, les Américains ne font plus d'affaires, donc il n'y a plus de business. Et donc ce sont les hommes d'affaires qui ont dit il faut absolument rétablir la paix dans le marché dans lequel nous venons faire nos affaires. Ça c'est fini. C'est fini. Maintenant les affaires américaines, elles se font majoritairement en Asie, comme vous savez. Elles se font plus chez nous. On était à 80-20, maintenant on doit être à 45-55 du côté de l'Asie. D'accord? Donc c'est fini. Et la deuxième raison, c'est la démographie. La démographie faisait que 90% des Américains en 85% des Américains en 43 étaient d'origine européenne. Hein, leur père, leur grand-père étaient américains, donc on avait un parent, etc. Et l'Europe, c'était la grand-mère patrie des Américains. C'est fini. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la majorité des Américains n'ont plus aucun rapport avec l'Europe. Hein, ils sont majoritairement d'origine africaine, d'origine asiatique et d'origine latino-américaine. Donc cette espèce de ressort là qui a ramené les Américains chez nous, ben, c'est les 2 ressorts essentiels, les 2 reports essentiels ont été cassés. Obama, qui est le premier président à dire, et c'est le seul qui l'a dit comme ça d'ailleurs, je suis le premier président du Pacifique. C'est le président Obama, homme de grande qualité, mais qui n'a aucun lien avec l'Europe. Aucun lien. Est-ce que Kamala Harris a un lien avec l'Europe? Aucun. Aucun. Et donc, le dernier président transatlantique des États-Unis, cela aura été probablement le président Biden. Maintenant, cette affaire-là est finie. Donc, les conditions sont complètement changées. On a ce pivot, d'ailleurs, c'est le président Obama qui a lancé cette idée de pivot vers l'Amérique. Et ça ne changera plus. C'est comme ça. C'est comme ça. Le fil qui reliait les États-Unis est en train de se distendre. Ce qui ne veut pas dire que l'Amérique ne fait pas encore partie de l'Occident. Évidemment,
l'Amérique fait partie de l'Occident, mais ils n'ont plus pour nous les yeux de chimène parce qu'on est infiniment moins important qu'eux. Écoutez ce que dit Trump de l'Europe, vous comprendrez assez vite dans quelle considération il nous tient. Donc, je citais Obama, je suis le premier président du Pacifique, mais c'est intéressant de se rappeler aussi ce que dit Biden. Le 24 février 2022, il dit, le 24 février, les Russes attaquent. Que dit-il? Jamais les forces armées américaines interviendront directement pour la défense de l'Ukraine. Il a compris, le père Poutine. Il a dit, OK, ils vont donner quelque peu de matériel, mais ils ne viendront pas. Ce que j'écris, moi, depuis 20 ans ou 30 ans dans les journaux, parce que ce mouvement-là, il était absolument irréversible. Et ça, c'est vrai, quel que soit le résultat des élections. La région Indo-Pacifique, quel que soit le résultat, mobilisera toujours davantage l'attention et l'énergie de Washington. L'Europe passera au mieux au deuxième plan. Je dirais que la crise du système des alliances est inscrite dans les astres stratégiques. Et nous devons en prendre conscience et en tirer un certain nombre de conséquences. Je le disais tout à l'heure, mais j'y reviens, il y a aussi une disparition des États-Unis dans le monde. La statue de la liberté, elle fait plus envie. Oui, elle a été un modèle. On aime toujours bien le Coca, etc., et McDonald's dans le monde entier, mais pas la démocratie américaine, elle fait pas envie. Les écarts de richesse entre les riches et les pauvres aux États-Unis n'ont jamais été aussi importants. La démocratie se chamaille, les présidents, Trump a dit, quoi qu'il arrive, j'aurais gagné, je ne respecterai pas le résultat des urnes. Enfin, quand même, on est dans cette démocratie-là. Hein, Trump a lancé, on le sait bien, l'attaque contre le Capitole au mois de janvier 2020. Bon, ces choses-là, elles existent. Comment voulez-vous? Comment peut-on dire c'est la démocratie qui est le bon, qui est le bon régime? Regardez ce que vous faites vous. Regardez les inégalités. Regardez ça. Non. On peut plus imposer cette affaire-là. Donc, il y a une disparition des États-Unis et une façon des États-Unis, avec Trump en particulier, de voir le monde. L'alliance de l'Europe et des États-Unis, c'est une alliance de valeurs, parce que l'Amérique sait bien que ces valeurs fondamentales, elles viennent de l'Occident, elles ont été portées par les Occidentaux à partir de Mayflower, etc. Mais désormais, on n'en est plus là. On voit bien que Trump, lui, veut organiser une alliance transactionnelle. Si vous payez, je vous défends, etc. Si vous n'avez pas été voir un film qui n'est pas très bon, mais qui est quand même intéressant, ça s'appelle Apprentice. Je ne sais pas si on dit Apprentice ou Apprentice, madame, vous savez. Apprentice, qui parle de la jeunesse de Trump. Allez voir, ça fait peur. Alors évidemment, c'est un peu un film à charge, mais c'est quand même intéressant. C'est un type qui fait des deals. C'est un commercial et c'est un tacticien. Mais c'est pas un gars qui a le sens des valeurs, etc. C'est pas quelqu'un qui a le sens stratégique. Et pourtant, nous devrons évidemment rester unis avec les États-Unis. Donc il faudra trouver une alliance, mais qui sera différente, prudente et raisonnée avec les États-Unis. Et si vivre avec les États-Unis, c'est évidemment un défi pour nous, tant nous avons vécu à l'ombre du parapluie américain depuis plus de 80 ans. Depuis 80 ans, notre police d'assurance, notre assurance, c'est les États-Unis, notre police d'assurance, c'est l'extraterritorialité du droit américain, c'est les règles commerciales qui nous sont imposées, etc. Mais désormais, l'Europe devra affronter seule, sans l'Amérique, voire contre l'Amérique. Rappelez-vous de l'IRA, l'Inflation Reduction Act de Biden, la plupart des défis auxquels elle sera confrontée. Quand Biden fait voter l'Inflation Reduction Act, qui a été très dangereuse pour l'Europe et qui a permis à l'économie américaine de partir, il le fait pour les États-Unis. Et nous, il nous fait du mal. Il aime bien l'Europe, enfin, il pense d'abord aux États-Unis. On voit bien que dans la confrontation qui va venir, on aura peut-être à se battre contre les États-Unis. Je parle évidemment en termes économiques. Ce qui veut dire que la prudence la plus élémentaire pour l'Europe, pour la France et pour l'Europe, consiste à s'organiser tout de suite. On aurait dû le faire depuis très longtemps, évidemment, pour des bouleversements américains inévitables, et par rapport à une Amérique qui, quoi qu'il arrive, que ce soit Kamala Harris ou Trump, une Amérique qui est profondément divisée, qui est profondément isolationniste, repliée sur elle-même, profondément protectionniste, et je le répète, et qui est profondément tournée vers l'Asie. Donc je crois qu'il faut se préparer à la fin du couplage stratégique entre les États-Unis et l'Europe, en particulier
en particulier, et tous les analystes le disent, ce qui va gouverner le monde, c'est la compétition sino-américaine. Et dans cette affaire-là, nous serons au mieux un outil pour les États-Unis. Nous ne serons évidemment pas la priorité des États-Unis parce que le business, il se fait en Asie, parce qu'il ne se fait plus en Europe. Alors, maintenant, venons-en à la défense, mais je crois que c'est important de poser ce cadre-là. Et donc, en général, les Français n'ont pas vraiment conscience, parce qu'on n'en parle jamais au journal de 20 heures. Hein. Il faut aller sur LCI ou sur d'autres chaînes pour arriver à comprendre un tout petit peu quels sont les grands défis du monde. Alors, où en sommes-nous de notre défense collective? Alors, d'abord, où en sommes-nous de nos propres armées? C'est important de voir où on en est, nous. Il est important de savoir, vous le savez sûrement, mais que les trois anciennes puissances militaires de l'Europe, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, possèdent chacune à peine plus de 100 chars en état de combattre. Quand il y a plus de 1000 chars qui s'opposent tous les jours sur le front ukrainien. Nous avons la qualité, mais nous n'avons plus la masse. Or, on sait bien on voit bien en Ukraine, à un moment donné, la masse est un facteur déterminant. Nous avons une armée française qui est excellente, qui est remarquable. Mais parce qu'on lui a demandé de faire des petites opérations à l'extérieur du territoire, elle est formatée et conçue pour faire des petites opérations ponctuelles et limitées dans le temps. Et là, on est excellent. On est sur ce point la meilleure armée du monde. Les gars des États-Unis, bien meilleurs que les Anglais, mais on sait faire ça. Une armée, elle ne sait pas faire 40 choses. Et on ne sait pas faire la guerre qui vient. Nous ne pourrions pas, évidemment, la faire seule. Le front ukrainien, c'est 1200 kilomètres. Vous savez combien l'armée française pourrait tenir de ce front? Pas mes chiffres à moi, c'est les chiffres du CEMAT. L'armée française pourrait tenir 80 km. 80 km de ce front aujourd'hui. En 2027, l'objectif de la France, en 2024, l'objectif de la France, l'armée française espère pouvoir déployer ce qu'on appelle une division OTAN, c'est-à-dire 15 000 hommes en 30 jours. L'objectif de la France, c'est 15 000 hommes en 30 jours. De part et d'autre de la frontière, il y a 500 000 hommes à peu près là. Ukrainiens, 500 000 d'un côté, 500 000 de l'autre. Nous, on espère dans 3 ans être capable d'en déployer 15 000. En 2030, on a bien une loi de programmation militaire qui améliore les armées, mais pas du tout en masse. Donc en 2030, on aura, pour l'instant, ce qui est prévu, une armée à peu près la même que la nôtre, un peu améliorée dans sa technologie. Et on voit bien que déjà, on a de la chance si la loi de programmation militaire n'est pas amputée par les problèmes budgétaires qui se posent aujourd'hui. Enfin, on n'a aucun espoir de l'avoir portée au niveau qui serait nécessaire face aux défis du monde. Alors, je crois qu'il est important de comprendre, de dire définitivement qu'une puissance moyenne comme la France, qui est une puissance moyenne, ne peut pas assurer sa défense par elle-même. Ça n'est plus possible aujourd'hui, pour une raison simple. D'abord, la guerre envahit tous les domaines que l'homme invente. On a vécu sur Terre, on a fait la guerre sur Terre, c'est la guerre du feu. Ensuite, on a inventé la guerre sur mer. Ensuite, on a inventé la guerre sur l'air, en air. Ensuite, on a inventé la guerre dans l'espace. Ensuite, on a inventé la cyberguerre, etc. C'est-à-dire que dès que l'homme s'engage, on a inventé la guerre nucléaire. Dès que l'homme s'engage dans un niveau, on domine le nucléaire, on fait la guerre dans le nucléaire. Mais quand on commence à se doter d'armes cybernétiques, d'armes spatiales, etc., ça ne nous permet pas d'abandonner les autres armes. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'Ukraine, elle a besoin des satellites américains et elle a besoin des baïonnettes de ses propres soldats. On n'enlève rien, si vous voulez, on n'enlève rien. Et donc, quand le domaine de la guerre était relativement réduit, une puissance moyenne, quand on a conquis le monde, avec 3 canons et 4 chevaux, on arrivait avec des affaires. On n'avait pas plus d'argent comparativement, mais on arrive à le faire. Maintenant, ça n'est pas possible. La France a fait un choix, c'est d'avoir une armée capable d'intervenir à peu près dans tous les domaines de la guerre. Et on est bon à peu près, on est capable d'intervenir dans tous les domaines de la guerre. Mais on est capable de le faire de manière échantillonnaire. On a une armée qu'on appelle bonsaï, une armée échantillonnaire. Nous n'avons aucune épaisseur stratégique. Et puis, je vais dire, il y a quand même des choses qu'on n'a pas, parce que ça coûte trop cher, parce qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'on a peu d'armées, et elle n'est pas complètement cohérente. Donc pour arriver à retrouver des niveaux d'armée cohérents et suffisamment volumineux, il n'y a pas d'autre choix que de passer au niveau supranational. Il n'y a pas d'autre choix. Qu'est-ce que c'est le niveau supranational pour nous? C'est soit
les États-Unis, l'OTAN, soit l'Europe. On voit bien aujourd'hui que si on mise tout sur une dépendance vis-à-vis des États-Unis, compte tenu de ce que j'ai dit, que vous retrouvez dans tous les journaux du matin, c'est pas raisonnable. Et donc, notre seule possibilité à nous, France, d'être défendus, c'est d'admettre que notre défense, elle passe par la croissance progressive d'une européanisation de notre défense, et évidemment, j'y reviendrai. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Se rajoute à ce que je viens de dire que le coût des armements est multiplié par 10 à chaque fois qu'on change de génération. Ce qui fait que quand vous avez 10 chars d'un modèle, quand vous passez à la génération, vous en avez un. Et donc, on voit bien qu'on est obligé de diminuer les volumes. C'est une des raisons pour lesquelles, c'est pas la seule, on a supprimé le service national, on n'était pas capable d'équiper de manière moderne l'armée qui correspondait au service national. C'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Et donc, tout ça se rajoute sur le fait qu'on est bien obligé de trouver à un niveau supranational des budgets qui permettent de consulter une armée qui soit capable de se battre contre l'armée russe, par exemple, si besoin en était. Aujourd'hui, la France, elle n'est pas capable. Alors, vous me direz, on a la bombe atomique, oui, c'est vrai, mais on n'est pas capable. À l'autre niveau, on n'est évidemment pas capable. Quel est le problème majeur aujourd'hui de la défense de l'US. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quel a été l'objectif des États-Unis depuis 1945 vis-à-vis de l'Europe. C'était certes de créer l'Europe, parce que l'Europe c'était mieux qu'une Europe communiste. Bon, donc il fallait une Europe, donc plan Marshall, etc. Mais c'était une Europe qui ne ferait jamais d'ombre aux grands frères américains. L'Amérique se veut le leader du monde occidental. Alors nous, on a admis ça. On a admis ça parce que c'était assez commode quand même, cette histoire-là, parce que ça nous a permis, avec le plan Marshall, de nous reconstruire, de repartir. Ça nous a permis de faire des économies vraiment substantielles sur nos armées, avec des budgets militaires extrêmement bas, pendant que les États-Unis continuaient à avoir des budgets à 4 ou 5% du PIB. Nous, on traînait longtemps la France à 1,4% depuis la chute du mur. Donc, en fait, ce qui a intéressé les États-Unis, c'est une Europe qui vit, mais une Europe vassale. C'est pour ça que les États-Unis ont cherché à faire en sorte que l'Europe soit jamais aboutie, en perpétuel devenir. Ce qu'elle est maintenant, ce qu'elle est, et évidemment, on le paye. D'où, par exemple, les pressions sur l'élargissement. Qui a poussé à l'élargissement? Ce sont les États-Unis. Qui nous dit, mais évidemment, il faut prendre la Pologne, il faut prendre les Baltes. Je ne sais pas s'il faut les prendre. Mais en tout cas, les Américains, et je pourrais raconter l'histoire, moi j'étais au département d'État quand toutes ces choses-là se sont. Je travaille régulièrement au département d'État. Quand les Américains poussent l'élargissement de l'OTAN, ils le poussent parce qu'ils savent bien qu'une fois que les pays seront dans l'OTAN, on sera obligé de les prendre dans l'Europe. Et si vous regardez les calendriers d'élargissement de l'OTAN et les calendriers d'élargissement de l'Europe, nous, on rattrape toujours les élargissements de l'OTAN. Pourquoi? Parce que les Américains, qui ne sont pas stupides, savaient parfaitement que plus l'Europe s'élargissait, moins elle serait une force politique. Et l'idée était bien de dissoudre l'Europe dans l'espace. Qui a été absolument favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Europe? Les Américains. Parce que si vous rentrez en plus la Turquie dans l'Europe, là c'est mort, quoi. Il n'y a plus jamais véritablement d'Europe. Donc l'Amérique a essayé de faire ça, ce qui a empêché l'émergence d'une véritable hégémonie européenne ou une entité politique européenne. Je dois vous rappeler que c'est une vieille politique, parce que cette politique-là, on la comprend, c'est la politique de la Grande-Bretagne depuis tout le temps. Empêcher qu'en Europe, on ait une superpuissance capable de faire de l'ombre. C'est une vieille politique anglo-saxonne, cette affaire-là. Et quand les Américains d'ailleurs supportent ensuite que la Grande-Bretagne rentre dans l'Europe, on connaît l'histoire, c'est parce qu'ils savent bien que la Grande-Bretagne va être le cheval de Troie, et en particulier, la Grande-Bretagne a été le cheval de Troie qui a largement freiné la construction de l'Europe de la défense. Alors, le résultat aujourd'hui, c'est quoi? Le résultat, c'est que la défense de l'Europe, aujourd'hui, est profondément otanisée et dépend intégralement, je vais expliquer, des États-Unis. Pour sa cohérence, en fait, les éléments, ce qu'on appelle les éléments de cohérence opérationnelle, aujourd'hui, dans la défense de l'Europe,
sont des éléments américains, et évidemment pour sa profondeur stratégique, parce que les armées européennes sont quand même assez majoritairement équipées de matériel américain, c'est-à-dire que ce qui permet de faire la guerre, ça se trouve et l'arrêter, ça se trouve aux États-Unis. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de revenir un peu en arrière et de se rappeler ce qui s'est passé à la chute du mur. Alors, on a eu Chirac qui a dit, un certain nombre de dirigeants, Kohl en Allemagne, bon, maintenant on n'a plus besoin des États-Unis. L'OTAN, c'était contre une menace qui s'appelle le pacte de Varsovie, il n'y a plus de pacte de Varsovie. Donc, il est temps de retrouver de l'indépendance. Cette affaire-là a été contrebattue immédiatement, évidemment. L'intérêt de l'Europe, c'était au contraire de trouver un partenariat avec la Russie pour avoir une façon de vivre avec ce pays qui ne va pas déménager et qui reste évidemment à nos frontières. L'Amérique ne le voyait pas de cet œil-là, parce que imaginez que moi je parle sur des fonds historiques, imaginez que l'Europe plus la Russie trouve une façon de vivre ensemble, alors on devient le poids lourd de l'Occident contre les États-Unis, et ça c'était évidemment totalement insupportable. Alors qui va œuvrer directement là, pour subordonner la défense européenne à la défense aux Amériques, aux États-Unis, c'est, vous vous rappelez peut-être, c'est Madeleine Albright. Madeleine Albright, qui était la secrétaire d'État du président Clinton. Donc on a une velléité d'émancipation de notre défense en disant si on a besoin de se défendre, on sera plus obligé de payer les primes d'assurance, extraterritorialité du droit américain et règles commerciales américaines. Donc, ce sera mieux. Et à ce moment-là, on a le discours, vous vous en souvenez pas, quand je vais vous le dire, vous allez peut-être vous en souvenir, Madeleine Albright va pousser, faire admettre par Clinton, et puis il a poussé en Europe la politique dite des 3D. Des 3D qui sont non-duplication, non-découplage et non-discrimination. On veut bien qu'il y ait une Europe de défense, d'accord, on comprend, mais à condition que vous respectiez ces trois règles-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a un état-major otanien, vous n'avez pas le droit d'avoir un état-major américain. Quand vous avez des avions de l'OTAN qui font le boulot, vous ne pouvez pas avoir des avions européens qui font le boulot, etc. Et ça va avoir des conséquences tout à fait importantes. Cette non-duplication va faire que les Américains vont conserver et faire en sorte d'avoir tous les éléments de cohérence opérationnelle. Alors, aujourd'hui, l'Europe, le problème de l'Europe, c'est de sortir, je vais la décrire parce que vous ne le savez pas, mais sortir de cette dépendance opérationnelle. Pour être clair, si tout d'un coup, ça ne se passera pas comme ça, Trump dit, autant terminer, l'Europe n'est pas capable de se battre. Nous ne sommes juste pas capables de nous battre. On a des armées, l'armée française, elle peut faire le coup de feu sur 80 km/h, mais on n'est pas capable de se battre, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, est-ce que Trump peut faire ça ? Alors, Trump n'a pas besoin de dissoudre l'OTAN pour faire ça. Il a des tas de moyens pour faire ça autrement. La première chose, il peut juste faire, et les Français, moi je vais faire ce que De Gaulle a fait. On va quitter le commandement intégré de l'OTAN. Donc on existe, mais eh bien, vous faites des plans sans nous, on verra ce qu'on fait à la petite semaine. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des forces européennes eh bien, qui vont manquer de l'essentiel, puisque je ne peux plus compter sur les assets américains. Ou alors il est commandant en chef, ce gars-là. Il dit non, moi je reste dans le commandement militaire intégré, mais toutes mes troupes reviennent aux États-Unis. Il a le droit. Il dissout pas l'OTAN, il ne ressortit pas l'OTAN, mais il dit il n'y a plus de troupes. Il y a 100 000 hommes. Kamala Harris et Trump ne veulent plus avoir 100 000 soldats. Ça leur coûte cher. Ils ne veulent plus avoir 100 000 soldats ici. Et leurs bateaux, leurs avions, leurs bombes atomiques qui sont chez nous, en Italie, en Allemagne, en Hollande, ils sont là. Bon, non, on les ramène. Il dit, ok, on ramène ça. Il a le droit, il est chef des armées. Ok, mais nous, on ne sait plus faire. Nous, on ne sait plus faire. Et puis, Trump peut s'appuyer sur un précédent historique. Vous savez que la France est le premier allié des États-Unis, c'est la bataille de Yorktown, c'est la bataille navale à l'entrée de Chesapeake, etc. Et on les aide à trouver leur liberté. Et donc on a une alliance forte entre les États-Unis et la France contre la Grande-Bretagne. Si, genre Corée-Russie, là, si tu m'attaques, si je suis attaqué, je viens, et si tu es attaqué, je viens. Et donc, alliance forte. Mais à un moment donné, George Washington lui-même, ça c'est ce traité
avait été arrêté en 1700. En 1793, George Washington, le premier président américain, considère que c'est dangereux. Il dit, OK, on termine, vous débrouillez. Au moment où nous, on avait, et vous le savez bien, on va rentrer d'abord en guerre contre la Grande-Bretagne. La guerre des révolutions et de l'Empire, c'est d'abord des guerres contre la Grande-Bretagne quand l'Angleterre nous déclare la guerre, vous vous en souvenez, en 1803, et qu'elle décide de rompre la paix d'Amiens. Donc il y a des précédents historiques et on sait que la politique américaine, elle est devenue de plus en plus unilatéraliste. Les Américains, vous en rappelez, Trump lui-même nous a laissé tomber en Syrie, on était au front là, nos soldats, il a retiré ses troupes et nous, sans nous prévenir, sans nous demander notre avis pendant son premier mandat. Biden, il a traité avec les talibans sans prendre en compte nos propres intérêts alors qu'on s'était battu. Il décide du retrait unilatéral sans nous en parler. Donc l'Amérique, elle est capable de ça. Elle est capable de ça parce qu'elle est l'Amérique et qu'elle a évidemment raison de faire ce qu'elle fait. Ce qui veut dire que le but de l'Europe de la défense aujourd'hui, c'est d'atteindre ce que j'appelle l'autonomie opérationnelle. C'est-à-dire être capable, ce que nous ne sommes pas aujourd'hui, de nous battre sur l'ensemble du spectre sans les moyens américains. Et croyez-moi, nous en sommes loin. Ça veut dire que le premier objectif, c'est de combler les lacunes de l'Europe en matière de dissuasion et d'engagement. Donc je vais vous dire ce qui nous manque complètement. Il nous manque d'abord un état-major. Nous n'avons pas d'état-major européen capable de conduire des opérations. On peut planifier l'état-major du lieu, mais on n'a pas. La preuve en est, par exemple, quand le président Sarkozy se lance dans cette stupide guerre en Libye en 2011, on cherche un état-major européen capable de commander une opération, une campagne en Afrique du Nord. Eh bien, il n'en a pas. Et donc, alors que c'est une opération qui est quand même européenne, même si elle a été au départ soutenue par les Américains, on est obligé de prendre un état-major américain, un état-major otanien de Naples. C'est-à-dire qu'on fait appel à des moyens otaniens parce que nous ne sommes pas capables de commander l'opération. La France, elle s'est commandée un corps d'armée. C'est pas mal un corps d'armée. Mais un corps d'armée, c'est 45 000 hommes. On sait faire ça. On ne sait pas faire plus. Il n'y a pas un pays européen aujourd'hui qui a un état-major capable de commander plus de 45 000 hommes. Ce qui fait qu'on ne serait pas capable, sans les moyens américains, de commander une opération en Europe. Or, ça pourrait évidemment se produire. Le renseignement de l'OTAN, c'est un renseignement qui est fondamentalement américain. Si les Américains retirent leur système d'ISR, de surveillance et de reconnaissance, eh bien, nous avons quelques satellites, mais globalement, nous sommes aveugles. Et sans renseignement, évidemment, on ne peut pas conduire de guerre. Ressources spatiales, c'est un peu la même chose, mais les ressources spatiales de l'OTAN sont essentiellement américaines. Elles sont essentiellement américaines. Si le GPS, c'est tout simplement américain. Bon, ici on retire ces moyens-là, eh bien nous on ne sait plus faire. On a un petit, l'Europe a un petit système de positionnement, mais qui n'est pas à la hauteur du système du GPS. En transport stratégique, transport aérien, on n'a pas. Pourquoi on n'a pas? Parce que là, pendant la guerre froide, on n'avait pas besoin de transport stratégique puisqu'on faisait la guerre à 200 km de la frontière. D'accord? Donc on n'a pas les gros avions, les gros lifts, les gros avions américains capables de projeter les forces, mais juste on n'a pas. Quand on fait la guerre au Sahel, si on n'avait pas eu les avions américains, on était incapable de faire l'opération Serval. C'est les Américains qui nous transportaient. Ce que je veux dire, c'est que si les Américains disaient, on n'utilise plus, vous n'utilisez plus nos moyens, ça, on n'a pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore? On n'a pas de ravitaillement en vol. On a l'armée française a quelques ravitailleurs. Mais globalement, on n'a pas suffisamment de ravitailleurs pour conduire une opération dans la durée. Pourquoi? Parce que les Américains, eux, comme ils se projettent en permanence à droite et à gauche, ils ont des flottes entières de ravitailleurs, dont une grande partie était naturellement dédiée à l'OTAN. Et donc, on vit là-dessus, on fait des exercices là-dessus, etc. Mais pour l'instant, on n'en a pas. Ce qu'on n'a pas également, vous l'avez vu avec la guerre en Ukraine, c'est la défense anti-aérienne, anti-missile. La défense anti-missile, on a quelques systèmes européens, mais la défense anti-missile, fondamentalement, elle est américaine. La défense de notre ciel en Europe, elle serait américaine. D'où les projets de choc, d'où les projets français, etc. Mais on est en montée en puissance. On n'a pas ces moyens-là. On n'a pas non plus, c'est surprenant, mais c'est comme ça, on n'a pas d'armes de suppression, de destruction des armes anti-aériennes adverses. C'est ce que les Américains appellent les armes SIA,
Suppression of Enemy Air Defense. On n'a pas ça. Pourquoi? Parce que les Américains, non découplage. On dit, nous, on en a, c'est pas la peine de vous emmerder. Et donc, on n'en a pas. Et rappelez-vous, peut-être vous en rappelez, 2011, quand la guerre en Libye commence, il faut aller bombarder les trucs avec nos rafales et puis les tornados, je ne sais pas si les tornados britanniques. On ne peut pas y aller. Pourquoi on ne peut pas y aller? Parce qu'il n'y a pas une opération aérienne qui puisse commencer sans qu'il y ait d'abord une attaque massive visant à détruire les armes antiaériennes de l'autre. Sinon, les avions sont détruits. Donc, la première passe des avions, c'est la seule chose d'ailleurs qu'a fait les Américains là, ils nous ont prêté leurs avions, c'est eux qui sont allés, mais pendant une journée ou 2 journées, ils ont été détruire les armes anti-aériennes de M. Kadhafi. Et ensuite, on a pu faire etc. Mais nous, aujourd'hui, on serait incapable d'arrêter les avions russes, pas les avions russes, mais on ne pourrait pas les faire de raid dans la profondeur, etc. On ne peut pas, juste parce qu'on n'a pas ces armes-là, parce que c'est l'Amérique qui prête ça à l'OTAN. On a peu de capacité de frappe au-delà des 300 km. On voit bien le discours aujourd'hui sur les scalps, sur les armes dans la profondeur américaine, mais la grosse majorité des armes de frappe dans la profondeur qui sont aujourd'hui absolument déterminantes dans un combat moderne, on les a pas. Juste, on les a pas parce que c'est les Américains qui les prêtaient à l'Europe. Donc ça, c'est des troupes qui existent. Et tant qu'on n'a pas, ça c'est des éléments de cohérence, tant qu'on n'a pas ça, juste, on peut pas faire la guerre. Juste, on peut pas. On peut engager des chars qui sont détruits parce qu'on ne prend pas les protéger, etc. À plus long terme, on voit qu'il va falloir faire des investissements qu'on n'a pas fait dans un certain nombre d'outils émergents, dans l'intelligence artificielle, dans lequel les Américains ont les avantages et l'avance que vous connaissez, dans les systèmes autonomes, où on balbutie par rapport aux Américains, dans la cybertechnologie, dans la technologie spatiale, la technologie hypersonique. Les Américains ont des armes hypersoniques, nous, on commence à en avoir. Les Russes en ont plein, mais nous, on n'a pas. La technologie contre-hypersonique, qui est importante, on n'a pas non plus. Les Américains ont, nous, on n'a pas. Ce qui veut dire que tout ça, ça suppose rapidement un plan cohérent d'établissement de l'autonomie opérationnelle. Ça, c'est évidemment la priorité. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'efforts depuis 2022. Il y a eu des efforts, mais ces efforts ont été utiles, mais dispersés et insuffisants. Donc aujourd'hui, le premier rôle qui est nécessaire, c'est de bien comprendre ce qui nous manque à nous, armées européennes, pour arriver à être capable de constituer une défense cohérente. Et il faut donc organiser dans le temps et dans l'espace la construction atomique. Ça coûte extrêmement cher, ces choses-là. Et donc, il ne faut pas dupliquer, il faut se répartir les tâches, etc. Et il faut donc intégrer, il y a eu des efforts d'intégration, la Commission européenne a cherché à intégrer, Breton a cherché à intégrer, etc. Mais il faut véritablement intégrer les différents efforts. On a combien de systèmes de chars, combien de systèmes d'avions en Europe? On dépense nos budgets à dupliquer les affaires alors qu'on a besoin de construire quelque chose de cohérent. Et il faut européaniser les achats d'armement. Depuis 2022, 75% des équipements militaires achetés par les Européens ont été achetés à des non-Européens. C'est-à-dire, on a besoin, pour un certain nombre de raisons qui s'expliquent, ont été achetés à des non-Européens, et parmi ces 75%, 68% de l'armement acheté en dehors de l'Europe, 68% a été acheté à des Américains. D'accord? Évidemment, ça, c'est pas recevable. Donc, il faut accroître les dépenses, mais en même temps, il faut organiser la coordination des achats, l'intégration des systèmes, etc. Voilà, temps pour moi de conclure. En vous disant que l'Europe n'a pas le choix. L'Europe n'a pas le choix parce qu'il y a 2 choses auxquelles elle n'échappera pas. C'est au basculement du monde, à la fermeture des parenthèses dont je parlais au début de conférence, et au découplage stratégique avec les États-Unis. Ça se passera comme ça. Ça se passera comme ça. Elle doit donc au plus vite trouver son autonomie stratégique. Et moi, je dirais, est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est décent? Est-ce que c'est adulte pour l'Europe de passer une nuit blanche tous les 4 ans pour savoir qui sera le président des États-Unis? Qui a une nuit blanche parce qu'il ne savait pas qui serait la présidente de la Commission européenne?
Personne ici. Vous vous en foutiez. Alors que Kamala Harris, Trump, ça, mais qui savait? Et vous vous rendez compte qu'on est quand même l'Occident, c'est quand même nous. On n'est plus la première puissance économique au monde, mais quand même, on est la troisième, on a des armées, et on est en train d'attendre. Et c'est pas les Américains qui vont décider de notre défense. C'est quelques électeurs de quelques petits comtés clés dans certaines swing states. Donc, au fond, notre avenir est décidé par une poignée d'Américains qui se préoccupent juste de savoir quel sera le prix du McDonald's, qui ont évidemment aucune notion des intérêts généraux, etc. Est-ce que c'est supportable? Non, on doit évidemment devenir adulte et enfin ne plus accepter que notre sécurité, notre avenir dépendent de l'agriculteur du Michigan. Je l'aime bien, l'agriculteur du Michigan, il est sympa, mais il n'a pas nos intérêts à nous, ce type-là. Et donc, c'est anormal que nous, Européens, on soit 80 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans cet état-là. Vous savez que la menace, c'est une conjugaison de capacité et d'intention. Mais la dissuasion et la défense, c'est la combinaison de la détermination et de capacité. Or, aujourd'hui, l'Europe manque des deux, et il est temps qu'elle se réveille. Il est temps qu'elle trouve son autonomie stratégique qui suppose l'autonomie opérationnelle. Ce qui fait que, moi, je ne suis pas pour la dissolution de l'OTAN. L'OTAN, c'est une super usine, mais c'est un outil, l'OTAN, c'est tout ce que c'est. Mais l'OTAN, c'est aussi une alliance entre un roi et des vassaux qui n'ont rien à dire. Et donc, il est temps que l'Europe devienne une alliance entre deux superpuissances militaires. Ça, c'est évidemment fondamental et pas une alliance déséquilibrée entre un suzerain et ses vassaux. Le prochain sacre devrait être européen. Il est temps que l'Europe, encore une fois je cite M. Borrell, apprenne à parler aujourd'hui le langage de la puissance. Alors il y a eu des progrès ces dernières années, vous le savez, il y a eu la création du Fonds européen de défense, il y a eu la mise en œuvre de la coopération structurée permanente, il y a eu la création de la facilité européenne de paix, on a su traiter pas complètement, vous le savez, les crises migratoires, on a adopté la boussole stratégique en 2022. Oui, face à l'Ukraine, l'Europe a montré une certaine unité, il y a une grande réactivité, mais on restait néanmoins tous les soirs à genoux devant M. Biden. Biden, est-ce qu'on peut prêter nos chars à l'Ukraine? Mais enfin, quand même, on est l'Europe. Est-ce que c'est raisonnable? Évidemment, ça ne l'est pas. La guerre en Ukraine a eu des effets très positifs sur la compréhension de la nécessité de l'autonomie opérationnelle de la défense, sur la réindustrialisation de la défense, sur l'intégration européenne des industries de défense. Mais nous sommes encore extrêmement loin, dans le temps et dans l'espace, du but à atteindre. Nous sommes très loin de l'économie de guerre qui a été proclamée. Mais aujourd'hui, c'est pas l'autonomie de guerre, c'est la guerre à l'économie qu'on fait, avec les résultats qu'on risque d'en recevoir. Et puis, je le disais tout à l'heure, mais hélas, il n'y a plus de leader. Il n'y a plus de leader. L'Allemagne et la France sont dans un état politique qui ne leur permet plus de jouer le rôle fondamental de moteur pour l'Europe. Le président Macron, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, mais il avait pris un certain leadership sur l'Europe, il parlait, il avait réuni, mais après la dissolution, il n'a plus le droit de parler, il ne parle plus, il n'est plus rien, il n'y a plus de leader en Europe. Et on est dans une espèce de trou, moi, qui me paraît particulièrement dangereux. Il y a eu une prise de conscience, mais comme le disait le président Macron, à l'échelle du continent, ce réveil est encore trop lent, trop faible, face au réarmement généralisé du monde et de son accélération. L'Amérique ne peut compter désormais que sur elle-même pour sauver sa prospérité, sa liberté et sa civilisation. Peu importe les difficultés, je crois que l'heure est à la fin de la naïveté et des illusions. L'Europe est contrainte très rapidement au réveil stratégique. Bon, voilà ce que je voulais vous dire et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci à vous.